venus aussi nombreux pour m'entendre parler de l'Asie et des États-Unis, ce qui introduira d'ailleurs assez bien ces journées de géopolitique qui sont consacrées à cette interrogation sur le rôle des États-Unis au XXIe siècle. Et là, d'une manière plus concrète, ce sera véritablement l'interrogation qui taraude le monde dans son ensemble et plus précisément l'Asie. C'est cette arrivée de Donald Trump au pouvoir qui a renforcé en fait les incertitudes qui pèsent sur la région. Dans cette région, évidemment, l'image qu'on a, c'est le dynamisme économique, mais ce dynamisme économique en Asie contraste aussi avec des tensions très importantes. On a beaucoup parlé cette année de la Corée du Nord et j'y reviendrai, mais ce ne sont pas les seuls motifs de tension. Et dans ce contexte d'inquiétude, l'imprévisibilité du président américain inquiète les alliés des États-Unis dans la région. Mais dans le même temps, c'est bien Washington qui reste le principal garant, le principal déterminant de la stabilité dans la zone, celui dont en fait les actions pèseront le plus sur les équilibres stratégiques futurs. Donc autour de cette thématique générale, j'ai organisé ma présentation autour de 4 points qui me semble important pour comprendre et la zone et le rôle que les États-Unis peuvent y jouer. Le premier, c'est la complexité de la situation stratégique en Asie, avec 4 sous-thématiques qui sont les questions de sécurité maritime, la péninsule coréenne évidemment, mais aussi les tensions entre la Chine et l'Inde qui se sont réveillées l'année dernière et la question de Taïwan qu'il ne faut pas oublier. Le deuxième grand point de ma présentation, ce sera en liaison avec cette première partie, le rôle et les objectifs de la Chine dans cette région et au-delà. Le troisième point, ce sera le poids et la stratégie des États-Unis depuis l'arrivée au pouvoir de Donald Trump et les conséquences régionales. Et enfin, les évolutions ou les réponses possibles qui nous touchent d'ailleurs directement. Donc, premier point. Alors, il faut que je manipule aussi cette chose en même temps. J'espère pas faire trop de bêtises. Je ne suis pas très douée en... Voilà, alors là, vous voyez théoriquement, oui, voilà, la carte générale de l'Asie. Un des premiers, donc c'est les questions de sécurité maritime en Asie. C'est un des premiers enjeux stratégiques en Asie, la question des voies de circulation maritime et de la sécurité de ces voies de navigation, et plus spécifiquement, évidemment, ce dont vous avez évidemment entendu parler à plusieurs reprises. Il suffit de lire la presse ou d'écouter la radio ou regarder la télévision, même de temps en temps, les conflits territoriaux et les enjeux de sécurité en mer de Chine méridionale, c'est-à-dire vers le sud, et orientale, entre la Chine et le Japon. Je rappelle simplement des chiffres, mais très rapidement. Le long de ces voies, dans ces deux mers, mer de Chine méridionale et mer de Chine orientale, transitent des voies de commerce qui représentent pour un équivalent d'à peu près 5 000 milliards de dollars par an. Et c'est dans cette région, évidemment, en Asie, qu'on trouve, ça s'explique par le fait que la première puissance commerciale au monde, la Chine aujourd'hui est évidemment au cœur de cette région, mais qu'on a également, elle est au cœur de la globalisation économique contemporaine, très au-delà de sa zone, donc tout le commerce avec l'Europe est impacté, et c'est très important, et également avec le Moyen-Orient, l'Afrique, et on trouve aussi la troisième puissance économique mondiale qui est le Japon. Donc c'est une zone qui est au cœur des enjeux économiques mondiaux, et les voies, le transport maritime transite par ces deux mers, de même que d'ailleurs l'approvisionnement pétrolier des grandes puissances régionales qui transitent là aussi à plus de 90% par la mer de Chine méridionale et la mer de Chine orientale. Donc c'est pour vous montrer l'importance de la stabilité dans cette zone. Si on prend la carte de la mer de Chine méridionale, vous savez peut-être qu'en 2016, le tribunal arbitral de La Haye avait rendu un jugement qui réfutait toutes les revendications chinoises dans cette zone. Mais Pékin rejette évidemment ce jugement, le considère comme non valide, n'y a pas participé d'ailleurs, et ne renonce pas à ces revendications qui sont basées sur un concept assez flou de droits historiques et des revendications qui portent sur une ligne, ce qu'on appelle la ligne en 9 points, qui est une ligne qui descend vers le sud de la mer de Chine méridionale jusqu'aux limites de l'Indonésie.
En 2017, les choses se sont plutôt apaisées. La Chine n'a pas occupé de nouveaux îlots, ou plus exactement des bancs de sable, parce que très souvent, les lieux revendiqués ne sont même pas des îlots, et c'est d'ailleurs un des enjeux du jugement de la Haye. Ce sont simplement des bancs de sable qui parfois même ne sont pas découverts en permanence et simplement à marée basse. Mais donc la Chine n'a pas progressé dans son occupation de nouveaux territoires en mer de Chine méridionale en 2017. En revanche, elle a poursuivi une politique très active de remblayage, c'est-à-dire qu'elle essaye de construire des vraies îles à partir des bancs de sable qu'elle contrôle. Et puis, surtout de construction d'installations militaires, donc de militarisation de la zone. Je rappelle rapidement, les tensions en mer de Chine méridionale portent sur deux archipels. L'archipel des Paracels, qui est plus près de la Chine et du Vietnam, qui est occupé dans sa totalité par les forces chinoises depuis 1974. Auparavant, c'est le Vietnam qui en très large partie était l'occupant de cet archipel. Et l'archipel des Spratleys, plus au sud, où là, on a le Vietnam, les Philippines, la Chine, Taïwan, Brunei et la Malaisie qui occupent et revendiquent des îlots ou des bancs de sable. En revanche, la caractéristique de la Chine, c'est que c'est la seule à avoir une revendication le long de cette fameuse ligne en 9 points dont je vous parlais tout à l'heure, qui s'étend sur l'ensemble de la mer de Chine méridionale. La Chine ne revendique pas certains îlots, comme ses voisins, elle revendique l'ensemble de la zone. Et surtout, évidemment, elle aimerait pouvoir y imposer un contrôle en termes de navigation, notamment de bâtiments militaires, qui s'opposent aux règles du droit international. Et les tensions dans la zone sont d'autant plus fortes, et aussi les risques de dérapage qu'on ne peut jamais exclure, qu'aucun code de conduite et de comportement n'a été signé entre la Chine et les pays concernés. Et le principe, on avait posé le principe d'un code de conduite ou de bon comportement en 2002, mais ça n'a pas abouti. En 2017, les négociations ont repris, mais elles n'ont abouti à aucun document. Et normalement, ce code de conduite, s'il pouvait être signé, prévoit que le règlement des conflits dans la zone se fasse sans recours à la force, c'est-à-dire sans menace d'utiliser la force, ce qui n'est pas le cas actuellement, et surtout qu'il n'y ait pas de changement de statu quo, c'est-à-dire d'occupation de nouvelles îles par qui que ce soit, à commencer par la Chine. Donc ça, c'est la situation en mer de Chine méridionale qui est toujours aussi importante à suivre, même si, encore une fois, en 2017, il y a eu moins de tensions. Et c'est la même situation en mer de Chine orientale face au Japon, où la Chine conteste la souveraineté du Japon sur l'archipel de ce qu'on appelle en japonais les îlots Senkaku et en chinois les Diaoyu. Donc il y a deux noms, enfin il y a deux noms différents selon qu'on est au Japon ou en Chine. C'est un archipel qui est composé de 5 îlots qui sont aujourd'hui inhabités, mais qui sont administrés par Tokyo, en fait, que Tokyo considère comme sien et administre initialement sans contestation depuis 1895. Mais que la Chine revendique depuis les années 70, quand on a commencé à parler d'éventuelles réserves de pétrole autour de ces îlots. Mais auparavant, il n'y avait pas de revendication spécifique de la Chine sur ces îlots. Et la situation, en 2017, a été qualifiée de ce qu'on appelle une nouvelle normalité, qui succède à une période de crise très grave depuis 2012, lorsque Pékin s'est opposé, enfin a critiqué très violemment, pardon, le rachat par le gouvernement japonais de 3 des îlots qui appartenaient à des propriétaires privés pour éviter justement éviter tout débarquement évidemment de la part de la Chine, mais également de la part d'activistes japonais très nationalistes qui voulaient en faire une sorte de symbole du réveil nationaliste du Japon. Donc le gouvernement japonais avait choisi de racheter les îles. Et la Chine a monté en épingle ce rachat en le qualifiant de nationalisation. Mais c'est un peu comme si une île non habitée au large de la Bretagne était rachetée par le gouvernement français. Ça ne changerait en rien son statut faisant partie du territoire français. Donc, mais en 2012, ça a provoqué des tensions très très fortes qui se sont poursuivies entre la Chine et le Japon. Et ce qu'on appelle donc cette nouvelle normalité qui semble s'être installée en 2017, ça signifie que la Chine a poursuivi, mais à un rythme moins
intensif une stratégie d'incursion régulière dans les eaux soit contiguës, c'est-à-dire au-delà des eaux territoriales, soit même dans les eaux territoriales autour des îlots Senkaku. Et elle utilise plusieurs moyens, comme d'ailleurs elle le fait en mer de Chine méridionale. Il y a à la fois la mobilisation de flottilles de bateaux de pêche, mais qui peuvent être parfois composés de centaines de bâtiments et qui en fait font partie de ce qu'on appelle une milice, une milice de pêcheurs qui peuvent être mobilisés par les forces chinoises pour servir leurs intérêts. En plus de ces bateaux de pêche qui font des incursions régulières et qui montrent la présence chinoise, il y a également les bâtiments des gardes-côtes qui sont parfois armés. Et la Chine est aujourd'hui possède la plus grande flotte de garde-côtes au monde, avec plus de 200 bâtiments, dont 2 bâtiments qui sont les plus gros également désormais dans le monde, bien plus importants que les États-Unis par exemple. Et enfin, plus rarement, la Chine utilise directement des bâtiments de l'armée populaire de libération, donc de l'armée, de la marine, mais avec prudence, parce qu'évidemment, elle ne veut pas être rendue responsable d'une montée, d'une escalade qui pourrait aller à un vrai conflit armé. Donc quand on utilise des moyens civils, ça permet de toujours rester en retrait en disant que non, il n'y a pas du tout d'agression militaire contre le Japon autour des Senkaku. Et ces incursions ont lieu à un rythme très régulier, ce qui impose évidemment à Tokyo de les repousser et de maintenir elle aussi des flottes de garde-côtes et une mobilisation considérable, donc avec un coût très important, et des moyens aériens qui servent aussi non seulement à surveiller l'archipel des Senkaku, mais aussi la ligne de partage des 2 zones économiques exclusives entre la Chine et le Japon, qui normalement passe au milieu, mais qui est là aussi contestée par Pékin, et qui exploite des ressources gazières officiellement de son côté de la ligne, mais qui sont aussi à cheval souterrain entre les deux zones. Donc c'est une zone, là encore, on le voit, qui est une zone où les tensions ne sont pas apaisées. Et quel que soit ce niveau de tension, plus ou moins élevé, la question, en fait, fondamentalement, n'est pas réglée. Et en fait, que ce soit en mer de Chine méridionale ou en mer de Chine orientale, les questions territoriales ne sont en réalité, c'est pour ça qu'elles se prolongent, elles ne sont pas une cause initiale, mais elles sont en fait la conséquence ou le reflet d'une stratégie d'affirmation de puissance de la part de Pékin, qui s'exprime notamment face à ses voisins sur mer, en l'occurrence. Donc c'est plutôt la manifestation de tensions beaucoup plus profondes, plutôt que la cause des rivalités entre la Chine et le Japon. Je pense que c'est important pour comprendre les enjeux réels dans la zone. La Chine actuellement, telle qu'elle est, enfin en l'état, ne renoncera pas à ses revendications. Elle peut en revanche, et ça c'est quelque chose qu'on voit couramment, accentuer ou diminuer les pressions en fonction de ses propres intérêts du moment. Par exemple, en 2013, la Chine avait déclaré ce qu'on appelle une zone de surveillance aérienne qui recouvre l'ensemble de la mer de Chine orientale. En revanche, elle avait également déclaré qu'elle le ferait en mer de Chine méridionale, mais en dépit d'annonces réitérées, elle ne l'a jamais fait, en tout cas pas pour le moment. Au mois de décembre 2017, même avec le Japon, il y a eu des rencontres entre le Premier ministre Abe japonais et le président chinois Xi Jinping lors des sommets de la PEC et de l'ASEAN au mois de novembre. Et à la suite de ces rencontres, un mécanisme de gestion de crise a été mis en place entre Pékin et Tokyo, ce qui se voulait un geste de bonne volonté, mais qui s'explique aussi parce que la Chine a sans doute besoin de Tokyo face aux États-Unis, face à un Donald Trump qui inquiète, et aussi la Chine aimerait beaucoup que le Japon accepte de participer financièrement à ces grands projets de route de la soie qui coûtent très cher et où Pékin aimerait bien convaincre le Japon de finalement devenir un membre actif de ces projets de route de la soie. Ça explique pourquoi la Chine, pour le moment, est dans une phase plutôt d'apaisement face à Tokyo. Mais encore une fois, la clé réside exclusivement, quasiment, dans le calcul coût-bénéfice de ses intérêts de la part de Pékin et non pas dans une volonté de régler sur le fond et à long terme ces enjeux territoriaux. Le deuxième foyer de tension en Asie, c'est évidemment, et on en a parlé beaucoup plus en 2017 et au cours des premiers mois de 2018, c'est la péninsule coréenne et la crise nucléaire et balistique dans la péninsule coréenne.
Je rappelle que le premier essai nucléaire de la Corée du Nord a eu lieu en 2006 et qu'il y en a eu 6 en tout depuis. Le dernier a eu lieu en 2017 avec une puissance croissante qui démontre clairement que la Chine la Corée du Nord aujourd'hui s'est bien dotée d'une capacité de construire une tête nucléaire, une arme nucléaire, et certains considèrent que la Corée du Nord serait également désormais capable de miniaturiser ses armes et donc de pouvoir les installer sur un missile. Et on pense que la Corée du Nord, selon les réserves de matériaux fissiles dont elle dispose, pourrait aujourd'hui avoir plusieurs dizaines déjà d'armes nucléaires. Surtout, même s'il y a encore des interrogations évidemment sur cet arsenal. Surtout, la Corée du Nord a également démontré une réelle montée en puissance en matière de missiles balistiques. C'est ce qui permet d'emporter les armes aujourd'hui. Les essais se sont multipliés. Les 2 derniers ont confirmé qu'au moins en théorie, la Corée du Nord a les moyens de frapper le territoire des États-Unis directement avec une arme, encore une fois, potentiellement atomique. Donc évidemment, la menace est sérieuse. Elle est réelle, mais elle n'est pas nouvelle. Le Japon et la Corée du Sud donc sont, eux, directement à portée des frappes balistiques de la Corée du Nord depuis de nombreuses années déjà. Donc, ce qui est nouveau, c'est que la portée des missiles a augmenté, mais depuis déjà longtemps, et le Japon et la Corée du Sud sont directement sous la menace nord-coréenne. Et lors du dernier essai nucléaire, la Corée du Nord a d'ailleurs proféré des menaces directes contre le territoire japonais, où, je rappelle, sont stationnés 39 000 soldats américains, et il y en a également à peu près 25 000 en Corée du Sud. Donc le Japon, du fait même de l'existence des bases américaines et la Corée du Sud, et peut-être plus le Japon d'ailleurs que la Corée du Sud, sont directement sous la menace régulière de la part de la Corée du Nord. Par ailleurs, au-delà du contexte strictement régional et américain, il faut aussi voir que la menace coréenne est une menace globale en réalité. On ne peut pas s'exclure de cette menace-là totalement. En termes de ciblage, l'Europe et donc la France sont à portée de frappe. Si les missiles nord-coréens peuvent frapper le territoire américain, dans l'autre sens, elles peuvent parfaitement atteindre le territoire européen. Alors évidemment, nous ne sommes pas la cible principale de la Corée du Nord, mais par principe, cette capacité impose par exemple à la dissuasion nucléaire française de prendre en compte cette capacité nouvelle de la part de la Corée du Nord. En termes de prolifération également, c'est une menace importante. La Corée du Nord vend des armes, de la technologie à énormément de pays et souvent on le sait mal. C'est ce qui lui permet aussi de tenter d'obtenir des ressources supplémentaires. Notamment, plusieurs pays africains sont des clients de la Corée du Nord. Et l'un des derniers exemples dont on a parlé il y a quelques jours dans la presse, c'est des ventes d'armes de Corée du Nord à la Syrie, par exemple. Donc la Corée du Nord joue également un rôle en matière de prolifération, soit d'armement conventionnel, soit pourquoi pas demain de technologies sensibles dans le domaine balistique et nucléaire. Alors, on sait que des sanctions de plus en plus sévères ont été mises en place depuis 2006 et qui étaient adoptées à l'unanimité au Conseil de sécurité de l'ONU, c'est-à-dire y compris par la Chine et la Russie. Mais en revanche, la mise en œuvre de ces sanctions est longtemps demeurée très problématique en dépit d'un durcissement des positions chinoises dans les derniers mois. Et le problème vient entre autres d'un climat de corruption extrêmement élevé, que ce soit en Corée du Nord ou en Chine, et qui facilite évidemment tous les contournements avec la Chine, mais aussi dans une moindre mesure avec la Russie. On s'aperçoit par exemple que les livraisons de pétrole à la Corée du Nord ou les échanges commerciaux passent soit par des sociétés écrans, soit par des transbordements par bateau, même quand on a promis que le commerce n'aurait plus lieu. Donc ça, c'est quelque chose qui est très courant et qui est évidemment facilité par le climat de corruption généralisé qui règne dans cette zone. Et on a vu... alors en revanche, ce qu'on a vu autour des Jeux Olympiques qui viennent de se tenir en Corée du Sud, que les tensions
pour le moment, se sont considérablement réduites entre les deux Corées. On a eu droit à une offensive de charme de la Corée du Nord avec la sœur du dirigeant qui s'est rendu au sud et une Corée du Nord qui manifestement tente de tirer parti d'une conjoncture favorable avec l'élection au sud, en Corée du Sud, en République de Corée, d'un président, un Moon Jae-in, qui est qui a une histoire qui a été marquée par sa volonté de rapprochement et de reprise du dialogue avec le Nord, qui reste prudent, mais qui est plutôt favorable à une reprise du dialogue avec le Nord plutôt qu'à une stratégie plus dure. Il est favorable à l'apaisement. Et plutôt favorable à un équilibre entre moins de pression et plus de négociations. Donc, on a eu une reprise des négociations frontalières entre le Nord et le Sud. Une invitation au président sud-coréen a été transmise par la sœur de Kim Jong-un. Il devrait y avoir un sommet entre les deux Corées au mois d'avril. Donc, ce serait évidemment un événement important, mais qui n'augure pas forcément d'un apaisement à très long terme de la situation dans la péninsule coréenne. En fait, on peut imaginer qu'il s'agit aussi, même si les choses vont bouger. Notamment, il y a hier, Kim Jong-un a déclaré qu'il était prêt à renoncer à ses capacités nucléaires en échange de garanties de sécurité. Il faut voir sur quoi ça débouche. Ce qui est certain, c'est qu'on voit bien que là, on est face à une manœuvre qui est destinée à faire baisser la tension dans la péninsule et à éloigner les risques d'une intervention américaine qui était brandie tout à la fin de l'année 2017 et jusqu'au début de l'année 2018. Toutefois, accepter, en fait, reprendre des négociations sans régler vraiment la question du nucléaire et accepter, en fait, le statut nucléaire de la Corée du Nord, reprendre les négociations sur cette base, ce serait aussi poser un certain nombre de questions difficiles. Par exemple, quid de l'accord avec l'Iran. Enfin, si on accepte, les capacités nucléaires de la Corée du Nord sont bien plus importantes que celles que l'Iran avait atteintes. Donc, ça remet en question, en fait, tout un discours sur la non-prolifération qu'on peut avoir. Ça pourrait aussi donner, d'ailleurs, un sentiment de toute puissance aux dirigeants nord-coréens qui pourraient être tentés, pour des raisons de légitimité interne, après un certain délai et de fuite en avant, de tenter une réunification de la péninsule coréenne selon leurs propres termes, à l'abri du chantage de leur capacité nucléaire. Mais on voit bien que les dernières évolutions, l'apaisement, peuvent aussi faire penser que pour les dirigeants nord-coréens, ils peuvent avoir aussi compris que leur arme nucléaire, finalement, est sans réelle valeur. C'est-à-dire que l'utiliser ou vraiment menacer, aller très loin dans la menace d'utilisation, c'est prendre le risque d'une élimination du régime. Les États-Unis ont une capacité, évidemment, qui leur permet, même si les risques sont importants, d'écraser toute velléité d'utilisation de la part de la Corée du Nord. Et donc, ce qui est en quelque sorte un peu rassurant, si vraiment les choses se maintiennent, c'est qu'on peut considérer que la dissuasion fonctionne. Et de son côté, la position chinoise sur ces enjeux est restée très ambiguë pendant longtemps, même si Pékin a voté les sanctions de l'ONU et semble aujourd'hui les appliquer avec beaucoup plus de sérieux. Pourquoi est-ce que c'était ambigu, cette position? C'est parce que la crainte de Pékin, en effet, ne venait pas de la menace nucléaire nord-coréenne elle-même. Les Chinois ne se sentaient pas directement menacés par la Corée du Nord, bien que les relations ne soient pas si bonnes que ça entre les deux. Mais pour Pékin, les menaces principales venaient des conséquences de cette nucléarisation, dont la focalisation de l'intérêt des États-Unis sur une zone que la Chine considère comme de sa zone d'influence, qu'elle voudrait pouvoir contrôler sans être gênée par la présence des États-Unis. Donc c'est ça qui ennuyait le plus les États-Unis. Ceci dit, il n'est pas certain que la Chine ait renoncé à disposer de cet État tampon nord-coréen dans la péninsule coréenne, même si la dynastie des Kim n'est pas parfaitement satisfaisante. Et en tout cas, ce qu'on a pu constater aussi, c'est que depuis la mise en œuvre des sanctions en 2006, qui ont suivi le premier essai nucléaire, la Chine, pendant cet espace de temps, au fur et à mesure que les sanctions étaient plus importantes, est devenue le premier partenaire commercial et de très loin de la Corée du Nord, à plus de 95%, donc maintient vraiment à bout de bras le régime nord-coréen.
troisième, derrière donc ces deux gros morceaux en Asie qui sont la sécurité sur mer, des voies de communication maritime et la péninsule coréenne qui occupe le devant de la scène. Il y a deux autres éléments importants qu'il ne faut pas oublier. Le premier est l'un de ces foyers de tension donc, qui s'est réveillé en 2017. C'est celui... Vous voyez, j'oublie, je ne devrais pas utiliser de PowerPoint parce qu'en fait, voilà. C'est celui, je voulais juste peut-être vous montrer là rapidement la photo. Voilà, ça c'était la portée des missiles nord-coréens. Donc vous voyez que même les premiers missiles de portée moindre couvraient le territoire largement du Japon. Et ça, ce sont les derniers essais qui mettent les États-Unis et l'Europe à portée directe des missiles nord-coréens. Alors, après ça... Voilà. Donc, c'est la question des tensions entre l'Inde et la Chine qui ne sont pas nouvelles et cette fois-ci par Bhoutan interposé, le Bhoutan étant un État extrêmement proche de l'Inde. Je rappelle qu'en 62, il y a eu une guerre entre la Chine et l'Inde. La Chine avait lancé une offensive contre l'Inde de Nehru qui était très mal préparée, qui n'était pas du tout dans cette logique de conflit. Et les revendications territoriales entre la Chine et l'Inde qui portent sur des zones très vastes, dont l'Arunachal Pradesh et une partie du Cachemire qui est située côté pakistanais, mais que l'Inde revendique et que les Pakistanais ont notamment aussi donné à la Chine où ils ont pu construire une route. Toutes ces revendications territoriales ne sont pas résolues. Il y a des incidents frontaliers qui ont lieu régulièrement, mais en dépit de négociations qui sont tout aussi régulières, en dépit aussi d'une interdépendance économique croissante entre la Chine et l'Inde, mais malgré ça, on n'a pas de solution du conflit territorial. Et comme dans d'autres cas que je signalais tout à l'heure, les tensions, là aussi, découlent en fait d'une rivalité beaucoup plus profonde, qui sont une rivalité de modèles de puissance et de modèles idéologiques, et surtout du refus de l'Inde étant une démocratie, la Chine est présentant, oui, on peut, avec des interrogations, mais enfin plus démocratique que la Chine. Et donc, et du refus de l'Inde, comme d'ailleurs du Japon, d'accepter un ordre régional qui serait très sino-centré, que Pékin semble très tenté de vouloir imposer dans la région comme une démonstration de puissance du régime. Donc c'est ça qui est au cœur aussi de la rivalité entre la Chine et l'Inde, plus que les questions territoriales elles-mêmes. Et les tensions territoriales se sont donc réveillées pendant près de 4 semaines quand même, en 2017 sur le plateau de Doklam, où la Chine avait l'ambition de construire une route contre la volonté du Bhoutan, qui, encore une fois, est quand même très proche de Delhi. Par ailleurs, entre la Chine et l'Inde, il y a d'autres sujets de contentieux. Il y a par exemple la présence du Dalai Lama, qui est réfugié en Inde depuis 1959, depuis le Tibet. Et l'Inde est extrêmement prudente sur les positions qu'il prend. L'Inde reconnaît que le Tibet appartient à la Chine et est très prudent sur la question du Dalai Lama. Mais récemment, Pékin a de nouveau violemment critiqué la visite du Dalai Lama dans ce fameux État contesté de l'Arunachal Pradesh. De son côté, l'Inde est très inquiète de la montée en puissance navale de la Chine dans l'océan Indien, ce qui n'était pas le cas auparavant, avec des passages de sous-marins réguliers, et puis l'installation, et ça c'est une première, d'une base logistique chinoise à Djibouti, il y a peu de temps, et aussi de la stratégie d'influence de Pékin aux Maldives, où on voit que le rôle de la Chine dans les élections a été significatif, semble-t-il. Et enfin, un autre élément de contentieux important entre l'Inde et la Chine, et qui est très lié aux grands projets de développement chinois, c'est la volonté, les projets de la part de Pékin de divertir les eaux d'un affluent du Brahmapoutre. Le Brahmapoutre prend à sa source au Tibet et un affluent qui l'alimente et qui vient du Xinjiang, et où la Chine a des grands projets de détournement des eaux. C'est très traditionnel dans l'Empire de Chine, maîtriser les fleuves et construire des grands canaux qui alimentent la capitale notamment. Donc la Chine a parmi ses projets de détournement des fleuves
fleuve vers le nord. Le nord de la Chine souffre d'une sécheresse permanente, a énormément besoin d'eau. Et donc, évidemment, ça pèserait sur le cours du Brahmapoutre qui, pour l'essentiel, est en Inde. Enfin, le dernier sujet de tension dont je voudrais parler, parce qu'il reste important, il pourrait ressurgir au sujet de Taïwan. L'île est de facto indépendante depuis 1949, lorsque les troupes nationalistes de Chiang Kai-shek s'y sont réfugiées après la prise de pouvoir par les communistes, donc en 1949. Il y a donc de fait deux Chines, la République populaire de Chine sur le continent et la République de Chine à Taïwan, sur l'île de Taïwan. Donc. Et par ailleurs, depuis, il y a eu un mouvement de démocratisation à Taïwan depuis les années 80, et on a vu émerger un mouvement indépendantiste qui est représenté par le Parti démocrate populaire ou le DPP, dont la nouvelle présidente taïwanaise, Tsai Ing-wen, était l'ancienne présidente de ce parti indépendantiste. Donc, ça n'est pas la première fois qu'à Taïwan, il y a des élections qui portent le parti indépendantiste au pouvoir. Et par ailleurs, la nouvelle présidente a été extrêmement prudente et modérée, et elle ne réclame pas l'indépendance tout de suite. Elle s'est prononcée en faveur du statu quo. En revanche, elle refuse d'entériner ce que les Chinois appellent le consensus de 1992, qui avait été signé entre Pékin et Taipei, et qui reconnaissait le principe d'une seule Chine, sans se prononcer de savoir quelle est la Chine. Évidemment, pour Pékin, il s'agit de la République populaire de Chine. Et Madame Tsai refuse d'entériner ce consensus pour laisser la porte ouverte à une éventuelle indépendance de l'île. Dans ce contexte-là, Pékin, n'a jamais renoncé à la réunification. 2, rejette évidemment toute éventualité d'indépendance. Et la Chine a longtemps considéré que le mouvement naturel de l'histoire et l'interdépendance très forte au niveau économique entre Taïwan et la Chine ne pouvaient jouer qu'en faveur d'une réunification inévitable à plus ou moins long terme. Plus des pressions diplomatiques très très fortes qui font qu'aucun État ne peut établir de relations diplomatiques avec à la fois et Taïwan et la République populaire de Chine, ce qui est une situation très différente de ce qui pouvait exister, par exemple, à l'époque où il y avait 2 Allemagnes, même 2 Corées aujourd'hui, ou les 2 Vietnam. Donc, il y a une pression forte de la part de la Chine qui essaye d'interdire toute existence diplomatique à Taïwan. Mais en réalité, derrière cette idée que la réunification était inévitable, on s'aperçoit que c'est plutôt le contraire qui se produit aujourd'hui. La formule qui s'appelait un pays, 2 systèmes, qui avait été appliquée à Hong Kong depuis 1997, a montré ses limites. Il y a eu des grandes manifestations, vous vous souvenez, à Hong Kong, et on s'aperçoit que la Chine a accentué son contrôle sur Hong Kong. Il n'y a pas de volonté de démocratiser Hong Kong, contrairement aux promesses qui avaient été faites. Et la Chine, de son côté, en ce qui concerne Taïwan. Donc, ce n'est pas un bon exemple pour Taïwan. Et de son côté, la Chine n'a pas renoncé revendique son droit d'utiliser la force, éventuellement, pour la réunification de la patrie. Et d'ailleurs, une des premières missions confiées à l'Armée populaire de libération, c'est de contribuer, de lutter contre le séparatisme et de favoriser la réunification de la patrie. Et par ailleurs, la Chine s'inquiète aussi du renforcement récent des liens depuis l'arrivée au pouvoir de Trump, y compris en matière de défense entre Taïwan et les États-Unis. Donc la Chine a plutôt tendance, depuis 2017, la présidente taïwanaise a été élue au mois de janvier 2017, à renforcer ses pressions, y compris militaires, avec des manœuvres dans le détroit de Taïwan. Et on ne peut pas exclure que le président Xi Jinping ne soit pas tenté d'accélérer le processus de réunification pour parachever ce qu'il appelle la mission de réunification de la patrie comme une sorte de part d'élément essentiel du rêve chinois qu'il met toujours en avant. Et donc là aussi, les risques de crise majeure dans le détroit de Taïwan ne peuvent pas être écartés. Donc, on voit à travers ces 4 sujets de tension ou de crise et c'est la deuxième partie de ma présentation, je crois que je vais être obligée d'accélérer, c'est que le rôle de la Chine dans tous ces éléments est essentiel dans les crises les plus significatives qui menacent les équilibres en Asie. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, on pourra en reparler, mais où en est la Chine? Et un des problèmes majeurs, justement, c'est pourquoi est-ce que la Chine se
joue un rôle qui peut apparaître comme très déstabilisateur, c'est qu'elle fait face à je vous renvoie à mon livre où je parle de ces sujets-là, mais fait face à des contradictions de plus en plus à résoudre en termes de croissance économique, qui était un des éléments principaux de la légitimité du régime, mais les choses sont beaucoup moins faciles aujourd'hui qu'elles ne l'étaient au début de la période de très forte croissance que le pays a connue. Et donc, le contexte est beaucoup plus difficile, en fait, pour le pouvoir chinois. Et où, pour véritablement relancer la croissance ou rééquilibrer la croissance, il faudrait procéder à des réformes qui mettraient en danger la survie même du régime, parce qu'elles toucheraient au fond, comme la propriété de la terre, par exemple, qui n'est toujours pas propriété privée. Et donc, dans ce contexte difficile, le premier et quasiment le seul véritable objectif du régime chinois aujourd'hui, et on le voit bien avec les déclarations du président Xi, c'est sa propre survie. C'est l'objectif principal. Et d'ailleurs, en 2012, déjà, Xi Jinping, c'était un de ses premiers discours, dénonçait la disparition de l'URSS. Pourtant, il y avait eu un conflit très dur entre la Chine et l'URSS. Et il dénonçait ceux qui n'avaient pas su défendre le régime soviétique. Donc, pour Xi Jinping, le président chinois, cet objectif de survie, avec à l'horizon l'année 2049, qui permettrait de célébrer le centenaire de la fondation de la République populaire de Chine, c'est ça qui détermine toute sa stratégie, y compris la stratégie extérieure. Et plutôt donc, encore une fois, que d'accepter des réformes, il semble que le régime chinois ait choisi le réveil d'un nationalisme, l'appel au prestige national, avec une double dimension, à la fois de revanche sur le passé, montrer que le Parti communiste chinois a permis à la Chine de se redresser et de prendre sa revanche sur le passé, et également d'affirmation de puissance aujourd'hui. C'est ce que Xi Jinping appelle, encore une fois, le rêve chinois de grande renaissance de la nation chinoise. Donc une sorte de retour à l'âge d'or, un âge d'or largement mythique où la Chine était censée dominer le monde, enfin ce qu'ils appellent en chinois Tianxia, tout ce qui est sous le monde, évidemment essentiellement l'Asie, et qui est un concept qui est remis à l'honneur aujourd'hui. Et c'est au cœur de la stratégie de la Chine, dont la volonté de s'imposer, d'être reconnue en tout cas comme le leader incontesté de l'Asie, et ce qui explique aussi toutes ces aventures ou ces pressions, y compris militaires ou paramilitaires, que la Chine exerce sur l'ensemble de ses voisins pour en quelque sorte affirmer son image de puissance dans la région. Ça débouche aussi, cette stratégie de survie du système, avec une rivalité avec les États-Unis, qui n'est pas véritablement une rivalité de puissance traditionnelle, comme Pékin voudrait souvent le dire, c'est-à-dire entre une puissance ascendante, la Chine, et une puissance en déclin, les États-Unis, mais parce que la rivalité vient du fait qu'en dépit de leurs limites, et on y reviendra, les États-Unis et leur engagement en Asie, qui a été quand même constamment réaffirmé, constitue en fait le premier facteur de contrôle de la puissance chinoise et d'équilibre dans la région. Et donc il ne s'agit pas tant pour la Chine d'affirmer sa domination mondiale, mais bien dans l'idéal, d'exclure progressivement les États-Unis du théâtre asiatique, ce qui explique pourquoi Pékin est très agacé par la stratégie de provocation de la Corée du Nord. En créant évidemment des divisions avec les alliés, en se dotant de moyens, y compris militaires, de puissance asymétrique qui pourraient renforcer les hésitations de Washington à intervenir, l'idée d'augmenter le coût d'une éventuelle intervention de la part des États-Unis. Donc c'est tous ces éléments de stratégie qui sont mis en place par Washington face aux États-Unis pour tenter de s'imposer comme la seule puissance qui compte dans la région. Un des moyens, mais je le mentionne uniquement très rapidement parce que je ne pense pas qu'on ait le temps de détailler, on pourra le faire dans les questions. Pardon. Voilà. Un des moyens que la Chine met en avant pour aussi affirmer sa puissance, notamment en Asie et au-delà, c'est les fameuses routes de la soie dont vous avez entendu parler, où il y a à la fois une dimension économique qui n'est pas du tout absente, avec des projets d'investissement qui sont très importants, mais il y a aussi cette volonté d'imposer l'image de la Chine comme un contre-modèle très séduisant, fondé à la fois sur une croissance rapide, un régime autoritaire et
supposé plus efficace que le modèle libéral démocratique, que ce qu'il soit occidental ou japonais. Et ces dimensions d'affirmation de puissance et de contre-modèle vise à fédérer de nombreux États jusqu'en Europe orientale d'ailleurs, en passant par l'Asie centrale, l'Afrique ou l'Amérique latine. Et tout ça sert aussi l'image du Parti communiste chinois et de sa capacité à agir avec efficacité et donc sa légitimité à l'intérieur de la Chine. Et ceci dit, il faut évidemment relativiser les succès du modèle des routes de la soie, derrière les discours triomphalistes qu'on entend souvent. Je citerai par exemple deux exemples. Le modèle vénézuélien en Amérique latine, qui a été très très fortement soutenu par Pékin, n'est pas particulièrement attractif. Et en Asie, le Pakistan lui-même, qui est pourtant un des alliés les plus proches de Pékin, s'inquiète de la volonté de mainmise directe de la Chine sur de grandes infrastructures en échange de l'aide soi-disant sans condition et gratuite qu'elle apporte aux pays à qui elle les propose. Et partout, évidemment, il y a la question de la transparence, de la corruption, de l'attribution des marchés qui suscite aussi des interrogations. En Chine même, d'ailleurs, parce que si les entreprises chinoises profitent évidemment de ces grands projets, la question du financement est posée, dans la mesure où les projets chinois intéressent d'abord les pays les plus isolés, les plus fragiles, dont l'absence de règles de gouvernance et un lourd passif en matière de capacité de remboursement interdit en général l'accès à d'autres grandes sources de financement, comme les grandes agences internationales, comme la BAD ou la Banque mondiale. Donc le danger pour Pékin, c'est de se retrouver avec uniquement les canards boiteux, qui évidemment pour des raisons politiques peuvent s'intéresser aux projets chinois, mais qui ne sont pas d'une rentabilité extraordinaire et qui pèsent aussi à terme sur la croissance chinoise. Et parallèlement donc à ces projets économiques liés aux routes de la soie, il faut noter aussi que la Chine développe d'une manière régulière ses capacités militaires. Ça aussi, ça inquiète ses voisins. Et je citerai juste un chiffre. Il y a quelques jours, le prochain budget de la défense en augmentation de 8% par rapport à l'année dernière. Donc il y a des augmentations continues depuis 1989. Devrait atteindre plus de 170 milliards de dollars en 2018. C'est le deuxième derrière les États-Unis, qui sont bien en avant, mais je rappelle d'autres chiffres parce que ça permet de relativiser le discours sur la militarisation, par exemple, du Japon ou de l'Inde. Le budget de l'armée japonaise, enfin des forces d'autodéfense japonaises, c'est 44 milliards de dollars. La France, je le rappelle, c'est 49. L'Inde, 53 milliards de dollars. Et même la Russie n'est qu'à 61 milliards de dollars. Donc, le budget de la défense de la Chine est devenu véritablement considérable. Et on est dans un phénomène de rattrapage, mais pas uniquement. D'ailleurs, dès son arrivée au pouvoir en 2012, Xi Jinping avait bien déclaré qu'il voulait une armée, je cite, prête au combat, mieux formée, moins corrompue, plus technique et efficace. Et donc, le symbole, c'est le développement des capacités navales, le porte-avions, mais ça n'est pas uniquement ça qui fait la puissance chinoise, y compris militaire, aujourd'hui. Tout ceci provoque évidemment des réactions inquiètes de la part des voisins de Pékin, en dépit des opportunités offertes. La Chine offre évidemment des opportunités économiques, mais elle est aussi de plus en plus perçue comme plus agressive par l'ensemble de ses voisins, et même au-delà. Et donc on est passé de l'image d'une Chine source d'opportunités, d'acteurs responsables sur la scène internationale, qui était encore celle de la Chine jusqu'au début des années 2000, à une Chine qui de plus en plus apparaît comme au cœur des tensions, notamment en Asie, mais pas uniquement, et comme un problème global. Alors, je pense notamment à l'environnement, où à la fois la Chine a adopté des positions qui contrastent avec celles de l'Amérique de Donald Trump, soutenant la COP21 par exemple, mais la Chine est aujourd'hui aussi un des pays, un des premiers responsables de la pollution et du réchauffement climatique, avec, comme dans l'économie, une contradiction entre la volonté en parole de résoudre ces problèmes-là et le fait que pour les résoudre vraiment, il faudrait des changements de législation, la fin de la corruption, un vrai système légal, des systèmes de contrôle qui n'existent pas actuellement. Et en Asie, donc au-delà de ces enjeux globaux, ce sont évidemment les risques de conflits à la suite d'incidents
dont l'escalade serait mal maîtrisée, encore une fois en mer de Chine par exemple, qui sont envisagées. Et si la Chine poursuit sa stratégie de tension ou de grignotage dans la région pour imposer sa présence, le risque d'un conflit, non pas délibéré, parce que la Chine reste pragmatique et prudente, mais d'un mauvais calcul de la part d'une Chine qui serait amenée à surestimer sa puissance et la volonté de réaction de l'adversaire, ne peut pas être totalement écarté. Donc on en vient au rôle des États-Unis. Et dans ce contexte qui est difficile, donc le rôle des États-Unis reste essentiel dans la zone. Je rappelle simplement que les États-Unis sont liés par des traités de défense qui datent des années 50 au Japon, à la Corée du Sud, à l'Australie, à la Nouvelle-Zélande et aux Philippines, et que par ailleurs, il y a des relations de défense très étroites qui existent également avec les pays d'Asie du Sud-Est, dont Singapour, et qu'on a un partenariat privilégié qui est en train de se mettre en place avec le Vietnam, paradoxalement, et également avec l'Inde, qui a été élevée à l'époque d'Obama au rang de partenaire de défense majeur. Donc on voit se mettre en place une volonté autour des États-Unis d'encercler en quelque sorte ou de contenir cette puissance chinoise qui inquiète et qui est un des premiers facteurs des attentes des pays de la région à l'égard des États-Unis. Donc pour les pays de la région, évidemment, la perspective d'avoir à choisir entre la Chine et les États-Unis ou celle d'un conflit entre les deux premières puissances n'est pas du tout quelque chose de positif. En revanche, ils souhaitent véritablement la poursuite d'un engagement fort des États-Unis dans la zone puisqu'ils sont perçus comme étant les seuls pouvant assurer une certaine stabilité et s'opposer aux ambitions chinoises dans la région. Et c'est évidemment particulièrement le cas de pays comme le Japon ou même la Corée du Sud. Et donc la question de la réassurance, qu'on appelle comment est-ce que les États-Unis peuvent convaincre leurs alliés qu'ils sont prêts à s'engager en Asie, c'est une des questions majeures qui se pose et qui s'est posée depuis l'élection de Donald Trump, une élection qui a suscité évidemment des inquiétudes dans la région. On se souvient que pendant la campagne électorale, et encore aujourd'hui, ce discours sur America First, les dernières déclarations économiques sur les taxations de l'acier ou de l'aluminium qui touchent beaucoup plus des pays qui devraient être des alliés des États-Unis plus que la Chine elle-même. Le fait que Donald Trump avait envisagé la possibilité pour le Japon notamment de se doter d'une capacité de dissuasion, y compris nucléaire autonome. Donc tout ça a beaucoup inquiété, a donné un signal très négatif dans la région, où par ailleurs, devant ce président américain assez particulier, la Chine pouvait se présenter justement par contraste comme un pays parfaitement responsable et équilibré. Mais depuis les élections, en revanche, et contrairement aux prévisions les plus pessimistes, la stratégie asiatique des États-Unis a été considérée comme plutôt positive, en fait. Au Japon, le Premier ministre Abe s'était précipité très vite à Washington pour essayer d'expliquer les positions. Et il y a une continuité au niveau des administrations, comme le département d'État, ou d'autant plus qu'il y avait très peu de nominations finalement, et la défense. Donc tout ça a joué un rôle plutôt positif dans la continuité réelle des liens. Et par ailleurs, cette fameuse stratégie de pression maximum sur la Corée du Nord, qu'on a pu beaucoup critiquer avec les menaces de recours à la force ou de frappe préemptive, avec le renforcement des sanctions, le ciblage des entreprises chinoises accusées de ne pas les respecter et l'éventuel, donc encore une fois les menaces de frappe si les provocations nord-coréennes se poursuivaient, eh bien on peut se demander si finalement ça n'est pas ça aussi qui a joué un rôle dans l'apaisement peut-être provisoire des tensions qu'on constate aujourd'hui. Donc, aux dernières nouvelles, comme je le disais, la Corée du Nord annonçait qu'elle pourrait peut-être renoncer à son arsenal nucléaire. Et si la Corée du Nord, peut-être, n'était pas prête à céder aux pressions américaines, on peut penser que la Chine, elle, qui est encore une fois le plus proche soutien de Pyongyang, et qui n'a pas du tout intérêt à un conflit direct avec Washington à ses frontières, a exercé des pressions accrues sur Pyongyang pour tenter d'avoir un apaisement et desserrer la pression exercée par les États-Unis et les sanctions.
Donc, au-delà, au-delà de l'image d'irrationnel, et peut-être c'est ça qui fonctionne avec ce type de régime comme le régime irrationnel et demi, c'est l'idée que finalement, ce nouveau président, par son côté irrationnel, entre guillemets, fait peur, et que c'est cette peur, finalement, qui peut-être peut déboucher, malheureusement, sur une évolution plus positive de la situation dans la zone. Donc, pour conclure, sur les évolutions possibles, pour les pays de la région, et notamment les alliés de Washington, au premier rang desquels, encore une fois, le Japon, la première réponse aux tensions régionales et à la montée en puissance de la Chine, ça doit être un renforcement du système d'alliance avec Washington, beaucoup plus qu'un développement des capacités autonomes de défense, pour des raisons politiques intérieures sur lesquelles je ne reviendrai pas tout de suite. Donc c'est cette volonté de donner des gages à l'administration américaine pour s'assurer de son engagement dans la zone, qui explique aussi les efforts que le Japon a consentis en matière de défense, avec l'adoption de lois nouvelles en 2014 qui autorisent des possibilités nouvelles pour les forces d'autodéfense en coopération avec les États-Unis. Et puis la coopération y compris en matière technologique. Et donc tout ceci s'explique par la volonté de, en quelque sorte, répondre aux attentes des États-Unis qui veulent que le Japon en fasse plus, y compris l'augmentation budgétaire, mais même si elle reste très limitée, en fasse plus pour participer à sa propre défense dans le cadre de l'Alliance. Par ailleurs, il y a plusieurs formats qui se mettent en place en Asie pour tenter de contrer cette puissance chinoise qui inquiète et de répondre aux offensives diplomatiques et stratégiques et économiques de la Chine. Je cite deux formats, mais qui sont liés. Le premier, c'est le dialogue Quad qui réunit les États-Unis, l'Australie, le Japon et l'Inde. Et donc là, on voit se mettre en place une volonté de répondre, d'échanger face à la Chine. Et puis le deuxième, c'est ce fameux concept d'Indo-Pacifique dont on parle beaucoup, qui relierait les théâtres de l'océan Indien et du Pacifique. Et d'ailleurs, pas si récent que ça, Christian Lechervy, si vous l'avez écouté, a dû vous en parler. C'est un concept assez ancien, mais qui est réactualisé aujourd'hui et qui répond au même objectif de faire face à la pression de la Chine sur ces deux océans. Mais avec ce concept d'Indo-Pacifique, demeure la question de la place des pays d'Asie du Sud-Est. Comment est-ce qu'ils s'intègrent? Comment est-ce qu'on les intègre à ces projets? Et au-delà même de pays comme la France ou en Europe. La France en Europe est donc la seule en fait à posséder des intérêts directs et une présence effective dans les deux océans, océan Indien et Pacifique. Il va y avoir bientôt la visite du président Macron, là, ces jours prochains, en Inde, et c'est un vrai enjeu de savoir comment est-ce qu'on peut s'intégrer à ce type de format alors qu'on est dans cette zone et qu'on y a des intérêts très directs. Et au-delà, et plus concrètement, si Tokyo ne peut pas envisager, contrairement d'ailleurs à la Corée du Sud, qui est beaucoup plus perméable à ces idées, de se doter d'une force de dissuasion nucléaire, c'est un sujet qui serait très très complexe à mettre en place auprès de l'opinion publique japonaise. Il y a des efforts certains en matière de renforcement des capacités de défense antimissiles et de dissuasion conventionnelle de la part du Japon, ce qui est là aussi est quelque chose de très très nouveau de la part de Tokyo. Donc, on voit qu'il y a cette mini-course aux armements, en tout cas volonté d'être beaucoup plus actif en matière de développement des capacités militaires, encore une fois, pour répondre à la fois au risque de retrait américain et persuader les États-Unis qu'il faut qu'ils restent dans la zone et que les pays de la région sont prêts à faire un effort, et en même temps répondre à cette montée en puissance. Donc pour terminer, on voit que c'est une zone d'importance majeure. J'ai mentionné les chiffres du commerce au début. C'est une zone en Asie qui continue aujourd'hui de tirer la croissance mondiale. Donc une crise grave en Asie aurait évidemment des conséquences dramatiques sur l'ensemble de la croissance mondiale. Mais c'est une zone aussi où il y a des risques de graves tensions et de conflits autour d'un double enjeu qui est à la fois les choix futurs de la Chine et la capacité de réaction des États-Unis sont extrêmement élevés et sont
et sont loin, encore une fois, d'être liés, comme je l'indiquais, uniquement à une rivalité conventionnelle traditionnelle de puissance émergente ou en déclin, mais sont véritablement liés aux futurs équilibres, y compris idéologiques, dans la région. Je vous remercie.